dans ce numéro de Convainc-moi. Serein, terrible et téméraire, il déjoue les plans, éprouve les dispositions en vigueur au Mali et les tests justement. Son nom, vous le savez, c'est Assimi Goïta, l'ancien commandant, plus tard colonel et désormais président de la République. Parce que c'est ce qu'a voulu justement la plus haute instance qui prononce justement, qui hisse au rang de président. Eh bien, Assimi Goïta devrait prêter serment ce jour, 7 juin. On attend, on continue de suivre l'actualité. Mais avant, pourquoi ce comportement, pourquoi ce mutisme, pourquoi ce silence On dira que les institutions ne sont pas restées aussi silencieuses que la CEDEAO a sorti le Mali de toutes les institutions, de toutes les instances, l'Union africaine, oui. Mais pourquoi pas de sanctions, pourquoi pas de fermeté vis-à-vis de ce désormais nouvel homme fort du Mali, qui est Assimi Goïta? Pourquoi cette hypocrisie des instances sous-régionales et africaines? C'est ce dont nous parlerons ce matin avec vous, Laurent Roland Tourniquet. Bienvenue à nouveau. Merci, Loris Fedi, d'abord. Le cas malien, on en parlait, on en avait parlé, on en parlait encore dans le jeu politique. On y revient encore parce que cette semaine verra une nouvelle page encore s'ouvrir, puisque s'il venait à prêter serment, il pourra maintenant constituer l'équipe gouvernementale. Et des noms il se susurre certains noms dans les coulisses. Vous allez lever un coin de voile sur ces supputations ou rumeurs. Laurent. Alors, merci Loris Fedi d'avoir. Il faut préciser que Assimi Goïta prêtera serment cette semaine, normalement aujourd'hui. Normalement oui, donc le Conseil constitutionnel du Mali l'a confirmé, président de la République du Mali. Donc je crois qu'au-delà de tout, il n'y a plus de difficulté à ce qu'il prête serment, même si les chefs d'État de la sous-région ont pris la décision au dernier congrès, sommet extraordinaire tenu au Ghana. Et vous imaginez que quand ce sommet avait été prévu, beaucoup pensaient que Assimi Goïta ne s'y rendait pas, mais ne s'y rendait pas. Mais il était parti très serein et puis il a essayé d'expliquer, de montrer sa position. Alors, est-ce qu'on devrait même le recevoir? On devait le recevoir pour l'écouter peut-être et puis lui donner la preuve. Quand il est parti, ils ont réussi à lui dire ce qu'ils pensaient de la situation et ce qu'ils attendaient de lui. Mais toujours est-il que quand vous regardez la situation avec Assimi Goïta au Mali, vous posez la question de savoir, mais finalement, de quoi est-ce que se mêlent certains chefs d'État, même si, sachant que chez eux aussi, ce n'est pas pour autant bien ce qui se passe. C'est vrai que ces chefs d'État ont tous raison, en tout cas, ont tous raison de sanctionner ou de condamner ce qui se passe au Mali, parce que s'ils approuvaient, c'est qu'ils pouvaient être exposés à ça, parce que dans leur pays, les militaires pouvaient aussi comprendre que c'est possible alors de le faire si eux-mêmes ils approuvent ça, ce qui se passe au Mali. Mais au-delà de tout, quand on regarde la situation, la configuration du Mali aujourd'hui et les problèmes auxquels fait face le Mali, Assimi Goïta a servi dans l'armée, il était dans le centre du Mali, il servait, il luttait contre les djihadistes, donc il maîtrise très bien le terrain, il connaît très bien les djihadistes, il est revenu à bout de certains groupes djihadistes et donc c'est la personne la mieux indiquée qui pourrait, en tout cas à un moment donné, venir à bout des djihadistes. Et sachant que dans cette affaire de djihadisme, il connaît les non-dits, les réalités du terrain, il sait ceux qui sont derrière le djihadisme. Je crois qu'il sait que l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta ne faisait pas ce qu'il fallait. C'est ça qui l'a amené à prendre le devant des choses pour organiser le premier putsch. Alors, quand ce putsch est fait, que vous condamnez le monsieur, vous le dites, mais qu'il ne peut pas prendre le pouvoir et qu'il accepte de confier le pouvoir aux civils, mais que quand ces civils, je parle de Bandao et Moktawan, qui, pour former le gouvernement maintenant, écartent pratiquement la junte et ne veut pas positionner, d'abord n'a pas consulté Assimi Goïta, qui était l'homme fort, et forme le gouvernement sans tenir compte des réalités sociopolitiques du pays, et qu'il en vient à être obligé de faire un second coup d'État. Je crois qu'il vaut mieux chercher à comprendre. Est-ce que ces arguments justifiaient vraiment ce second coup de force? Oui, mais ça justifie parce qu'en réalité, fondamentalement, au-delà de ce qu'on voit, nous autres ici, c'est des questions d'ordre géopolitique, d'ordre stratégique, d'ordre économique. Et donc,
quand Bandao et Moktawan forment un gouvernement, ne tiennent pas compte de la junte, et sachant que la junte la junte dont on parle dirigée par Assimi Goïta d'abord lui-même qui a été formé une partie en Russie et qui a des coudées franches avec la Russie, et qu'on sait que la France a aussi des intérêts au Mali, veut continuer à avoir des intérêts au Mali, et ne veut pas que ces militaires qui font partie de la junte continue de contrôler un peu, un tant soit peu, la gestion du Mali et d'avoir accès à un certain nombre de choses. Ils sont dans leur droit, en tout cas dans leur bonne position, en contraignant Bandao et Moktawan à ne pas prendre les militaires. Et donc quand vous faites ça et que les gens se sentent frustrés alors que c'est eux qui ont participé à dégager l'équipe qu'on dénonçait, je crois que c'est normal qu'ils reviennent à la charge et qu'ils reprennent les choses en main. Il a fait le coup d'État pourquoi? Pour que les choses changent. Et si les choses ne changent pas, il est dans son droit de revenir pour dire que les choses n'ont pas changé. On a vu des gens... Mais il y avait mille manières de revenir pour corriger ce qui n'allait pas. Mille manières en faisant quoi? Pour ramener sur le droit chemin le duo Moktawan et Bandao. Selon vous, quelles sont les mille manières? Aujourd'hui, si vous n'avez pas le pouvoir... il aurait pu invalider l'équipe gouvernementale proposée par le duo Bandao et Moktawan et leur peut-être exiger ou recommander peut-être... Non, justement, comment pourrait-il invalider si en réalité aujourd'hui, si vous reconnaissez que les deux sont présidents de la transition et Premier ministre et qu'ils sont là, ça va être difficile pour lui. Il vaut mieux chercher les moyens d'avoir le pouvoir en main et de l'exercer. Tant que vous n'avez pas le pouvoir de l'exercer, parce que Bandao... Est-ce que cela n'a pas été un argument vous savez, Bandao... Pour reprendre les choses en main, comme vous dites. Bandao, en tant que président, Bandao Moktawan, en tant que président de la transition et Premier ministre, avait la possibilité de mettre aux arrêts Assimi Goïta, c'est ce que vous ne savez pas. Justement. Parce qu'en tant que président, ils ont le pouvoir. Assimi Goïta, en ce moment, n'a plus le pouvoir. Et puisqu'il n'a plus le pouvoir... C'est ce qui me faisait dire que Assimi Goïta a seulement usé de cette stratégie. Oui, justement, de cet alibi pour reprendre le pouvoir, pour renforcer sa position. Je crois que ça, ce qu'il a fait, même si on n'est pas d'accord pour ça, dans une certaine mesure, quand vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le droit à la parole et vous n'avez pas un certain nombre de marge de manœuvre. Et donc, c'est tenant compte de tous ces aspects qu'il a décidé de faire le second coup d'État et de les destituer les deux. En tout cas, les contraindre à la démission également, et pour reprendre les choses en main. C'est ce qui faisait penser certains détracteurs qu'il y a de la préméditation. Oui, au-delà de tout, ce n'est pas un jour du jour au lendemain qu'il a fait, c'est de la préméditation. Ça, il faut le dire, parce que quand vous regardez tel que les choses se passent aujourd'hui, et sachant qu'entre lui et la Russie, il y a un certain nombre d'ordres économiques, stratégiques, d'ordre géopolitique, il y a un certain nombre d'ententes entre Assimi Goïta et la Russie. Et sachant que Bandao et autres là, rouleraient pour la France et autres, c'est une question de deux camps. Et donc, dans ces conditions, Assimi Goïta n'avait pas d'autre choix que de faire face à la réalité et de reprendre le pouvoir. Et de maintenant, encore que le Conseil constitutionnel qui est là, ce n'est pas Assimi Goïta qui a mis en place ce Conseil constitutionnel. N'oubliez pas que ce Conseil constitutionnel existait depuis. Et si ce Conseil constitutionnel, les sages dont on parle, comme on le dit, en viennent à le confirmer président de leur pays et en viennent à accepter que celui-là prête ses mains, allez comprendre alors la position des vrais acteurs politiques du Mali. Il ne suffit pas de regarder de façon superficielle ce qui se passe, ce qu'on nous montre devant la caméra, mais aller chercher dans le fond ce qui se passe réellement et quels sont les problèmes auxquels fait face le Mali. Aujourd'hui, Roland Tonin Nkes, Assimi Goïta semble avoir plus ou moins l'adhésion des différentes sensibilités politiques au pays. Jusqu'où ira-t-il? Oui, s'il a l'adhésion des sensibilités politiques de son pays, il ira loin. Vous savez, beaucoup de citoyens africains en viennent déjà aujourd'hui à être très déçus de comment est-ce que ça se passe, la situation dans ces pays, parce que vous imaginez des pays qui ont des ressources, qui ont tout, mais qui ne peuvent pas vivre convenablement, qui ne peuvent pas profiter de ces ressources. Et il y a la question permanente du djihadisme dans ces pays qui empêche ces pays de se développer, qui empêche ces pays de vivre de leurs ressources. Et qui sont ceux qui financent les djihadistes? J'ai suivi une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui disait devant au Parlement français, mais écoutez, mais qui finance les djihadistes? Qui donne les moyens djihadistes? Vous imaginez que dans des pays où les djihadistes ont plus de moyens que l'armée, ah ben oui, et qui arrivent à déjouer les plans de l'armée du pays. Et donc,
derrière ceux-là, il y a des puissances. Alors, quelles sont ces puissances? Il faut finalement mettre fin à cette pagaille parce que l'Afrique est appelée à se développer aussi. Donc, ces pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso ce week-end. Plus de 130 morts, plus de 100 morts. Oui. C'est triste pour notre continent. Et donc, des gens comme Assimi Goïta, on en a besoin dans tous les pays d'Afrique. C'est ma position. On peut Oui, pas, oui, mais on pas, peut oui, pas- mais pas la on ne fera pas la non, promotion de la pagaille non plus. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais dans une certaine mesure, il faut des gens pour dire finalement stop. Oui, stop, certes, mais Assimi Goïta éprouve la démocratie. Assimi Goïta, c'est la négation de la démocratie, vous me direz pas le C'est la contraire. négation de la démocratie, mais au-delà de tout, ces puissances qui ne parlent de démocratie, qui respectent la démocratie dans leur pays, mais qui soutiennent les chefs d'État qui ne sont pas démocrates. De quoi parlons-nous? C'est une question d'intérêt, vous l'avez si bien dit. C'est une question d'intérêt. Oui. À cause de leurs intérêts, ils sont prêts à fermer les yeux sur les actions de certains chefs d'État qui piétinent au vu aussi de tout le monde la démocratie. Ibeka, quand il était président, vous avez vu les phrases de son fils, les phrases de ses membres de son gouvernement, comment ça se passait pendant que les Maliens crouprissaient dans la pauvreté. Et c'est justement ce qui nous faisait parler d'hypocrisie. Hein, et donc maintenant, commune africaine, parlant d'hypocrisie, on a vu comment ça s'est passé au Tchad. Justement. Idriss Déby meurt, il est tué au front, nous a-t-on dit, et son fils Mahamat qui prend le pouvoir avec une junte. Et reçoit le soutien. Et reçoit le soutien. Et Emmanuel Macron n'avait pas de gêne à assister aux obsèques d'Idriss Déby, oui. aux côtés de Mahamat Idriss Déby, et de soutenir le Tchad, au vu aussi de tout le monde, qui repart en France. Il reçoit Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Et il y a manifestation au Tchad. Mahamat réprime les manifestants. Ils font semblant de faire une déclaration à l'Élysée entre Félix-Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron pour désavouer un peu le jeune Mahamat Idriss Déby. Mais quelques temps après, comme quoi c'est bon quand ça nous arrange. Comme quoi c'est bon quand ça nous arrange. Et quand on voit ces chefs d'État d'Afrique, que ce soit tous les pays de l'Union africaine, la plus grande partie, quand on voit des chefs d'État qui malheureusement, il n'y en a pas mieux, qui sont mal élus, évidemment, et qui n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit dans le pays. Autrement dit, ce n'est pas le caractère de la junte qui pose problème. C'est au fait dans quel sens va la junte. C'est dans quel sens. Non seulement ça. Et pour qui joue C'est même pas ça. Le problème ici, c'est pour qui roule la France, les puissances étrangères. Si la France roule pour un camp, nous, chefs d'État d'Afrique, dans notre majorité, nous suivons cette décision. Parce que si nous ne suivons pas, nous craignons des représailles. Si je suis président du Togo et que je sais que j'ai des problèmes avec mes compatriotes et que je sais que pour les opposants de taille, pour les dernières élections, j'ai des difficultés, est-ce que c'est moi qui vais dénoncer ce qui se passe au Mali et soutenir la junte et aller contre les intérêts de la France ou le choix de la France? Je risque d'avoir des problèmes. Donc c'est de ça qu'il est question. Parce qu'aucun chef d'État, fut-il président d'un pays d'Afrique, n'a osé prendre la parole pour dire au-delà de tout, au-delà de la situation, si on a accepté la même situation, une situation pas identique, pas similaire au Tchad, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser la junte alors conduire le processus et alors former un gouvernement de civils? Parce qu'au Tchad, la junte a continué à diriger, à la place de Idriss Déby Itno, qui est décédé. Quelques kilomètres plus loin, on menace la même junte et on menace de retirer ses contingents. Donc, au fond, il y a du deux poids, deux mesures, comme on l'a dit il y a quelques semaines. Et donc, c'est de l'hypocrisie de certains chefs d'État. C'est vrai, à l'instar, à l'opposé de certains chefs d'État comme le Ghana et le Nigeria, eux autres qui sont des pays anglophones, qui ont parfois le courage de dire la vérité, c'est que tous les pays francophones, la grande partie, ils craignent les représailles de la France, parce que quand vous osez dire la vérité, vous osez ne pas vous mettre sur la même... Mais on connaît les représailles. On connaît les représailles. Donc, on met les moyens aux opposants, on alimente... on renforce l'opposition, ou bien on renforce les djihadistes. Les djihadistes qui sont renforcés et puis les cassent. Qui vous éprouvent et vous démontrent que voilà, vous ne pourrez pas seul gérer le pays. Malgré tout, vous avez besoin de cette mère colonisatrice pour... Voilà, et malgré tout, vous allez voir, malgré toute la position de Buhari au Nigeria, il n'a pas la paix avec les djihadistes, Boko Haram. Donc, alors que ceux-là qui sont pratiquement dans les nord, situés dans les nord de ces pays, dont l'accès est difficile, on se pose la question, comment ont-ils les moyens?
les armes sophistiquées de dernière génération. C'est bien triste pour l'Afrique. C'est difficile à comprendre. Hein. C'est la subvention ou la source de revenus des groupes djihadistes. On en a parlé quelque peu sur Enjeux politiques. On va continuer d'en parler parce que c'est difficile à comprendre quand on se réfère à la qualité et au type d'armes dont disposent ces djihadistes. Et quand on se réfère aux véhicules de luxe, aux véhicules neufs, et quand on se fie aussi au carburant qu'utilisent, je dirais, ces différentes factions djihadistes, on se dit, mais alors là, c'est plus qu'un État dans les déserts. Et ce qui est triste, c'est que ces djihadistes sont là depuis des années. Ils ont des bases. Difficilement, on a accès à ces bases. Ils sont pourvus en produits pétroliers. Et on nous chante partout qu'il y a crise. Il y a crise. Mais cette crise n'atteint pas les déserts. Et dans ces régions, il y a toujours des forces spéciales de ces puissances étrangères, qui assurent la sécurité, qui veulent mettre fin au djihadisme, et pourtant ils n'arrivent jamais à détruire les bases de ces djihadistes. Ils n'arrivent jamais à détruire les bases de ces djihadistes. Ces djihadistes ont toujours les moyens, ils vivent bien, ils ont à manger, ils ont du carburant pour se déplacer, ils ont des munitions pour tuer, ils ont des bombes pour détruire des villages entiers dans ces régions. Et pourtant, on dit qu'on combat le djihadisme. C'est une bêtise. Et le djihadisme devient alors la toute nouvelle stratégie de contrôle des frontières. Oui, malheureusement, et ça devient aussi la nouvelle stratégie pour les puissances étrangères de mettre en respect les chefs d'État d'Afrique, malheureusement. Je voudrais bien croire qu'ils en sont conscients. Merci Laurent, Roland, Toninkies. C'était Convainc-moi.